Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce mardi 22 décembre, les dirigeants chinois ont conclu hier leur conférence centrale sur le travail économique. Ils y ont détaillé leur plan d'action en matière d'économie qui inclut la réduction des capacités industrielles, le déstockage du secteur immobilier, la diminution des coûts de gestion et l'amélioration des liens faibles. Le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang ont résumé les progrès en matière économique effectués durant l'année et détaillé les grandes lignes de leur programme pour l'année 2016, première année du 13e plan quinquennal. Selon un communiqué publié à l'issue de la réunion, le gouvernement chinois va poursuivre la mise en place d'une stratégie axée sur l'innovation et la promotion de l'entrepreneuriat de masse et l'innovation. Le document indique que le gouvernement va accorder une plus grande attention aux réformes de l'offre, afin de stabiliser la croissance économique. Il se concentrera également sur les zones faibles de la croissance économique en étendant l'approvisionnement effectif. Le gouvernement va également encourager les promoteurs immobiliers à réduire les prix des logements, afin de faire diminuer les stocks d'invendus. Il va de plus adopter une série de mesures pour aider les entreprises de l'économie réelle à réduire leurs coûts. Les autorités prendront par ailleurs de nouvelles mesures pour prévenir et résoudre les risques financiers. Toujours selon le document, la Chine va étudier et formuler une série de politiques destinées à résoudre le problème des surcapacités industrielles. Pour le gouvernement, l'excès de l'offre représente un véritable défi pour la croissance. La Chine va continuer à s'ouvrir au monde en améliorant le commerce, en renforçant l'utilisation des capitaux étrangers et en promouvant la coopération internationale. L'économie chinoise a été confrontée cette année à une pression sans précédent avec la reprise économique mondiale qui tourne au ralenti et la surcapacité de certaines industries en Chine. L'économie nationale se retrouve au milieu d'une nouvelle normalité et la restructuration économique a été une phrase clé cette année. Il y a quelques jours, un nouveau groupe industriel a été lancé dans la zone du parc des sciences de Zhongguancun à Beijing. Il s'agit du couloir de mégadonnées Beijing-Tianjin-Hebei. Beijing se concentrera sur la recherche et le développement. Tianjin prévoit de construire des centres de fabrication d'équipements et Chengde et Zhangjiakou, dans la province du Hebei, aideront à conserver les données. L'industrie des mégadonnées devrait permettre la création de plus de 500 entreprises de gestion de ce secteur et devrait gérer un revenu de près de 500 milliards de dollars, ainsi qu'un ensemble industriel disposant d'une chaîne industrielle complète. Utiliser la haute technologie pour créer une nouvelle ceinture industrielle est l'une des réformes envisagées pour cette région Beijing-Tianjin-Hebei. Les réformes sont conduites sous une pression sans précédent de l'économie. Les problèmes de structure économique sont croissants et les ressources, tout comme l'environnement, sont surchargés et les piliers traditionnels de l'industrie observent des excès de la capacité de production. Les profits des 5 industries que sont le charbon, le fer et l'acier, la pétrochimie et les matériaux de construction ferreux et les métaux non ferreux ont connu une chute de 42,8%. Cela indique un important changement structurel qui est l'affaiblissement des industries énergétiques traditionnelles. Lors d'une réunion clé du Parti communiste en octobre dernier, le président Xi Jinping a introduit le concept de développement passant par l'innovation, la coordination, le développement vert, l'ouverture et le partage. Le nouveau concept de développement a fourni une direction importante à la restructuration économique et à l'amélioration industrielle. 3 stratégies, une ceinture et une route, le développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei et la ceinture économique du fleuve Yangtze ont été discutés lors de la conférence centrale économique de travail de l'année passée. Et les plans détaillés y ont été présentés cette année. Les stratégies de la ceinture économique du fleuve Yangtze et du développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei ont permis la promotion d'une future évolution industrielle des régions centrales et de l'ouest de la Chine. Il s'agit là d'une optimisation de l'agencement industriel. Également cette année, le Conseil des affaires d'État a dévoilé un plan national sur 10 ans appelé Fabriquer en Chine 2025. L'objectif est de transformer la Chine d'un géant manufacturier vers une puissance manufacturière mondiale. Les statistiques montrent qu'au cours des 3 premiers trimestres de l'année, les industries de haute technologie ont enregistré une croissance de 10,4%, soit 4,2% plus rapide que la croissance industrielle générale. Les chiffres de novembre montrent que le taux de croissance industrielle était de 6,2%, soit le niveau le plus élevé en 5 mois. Et l'industrie des équipements de haute technologie a émergé en tant qu'importante force motrice du développement.
Cette année, la Chine a signé des accords sur le nucléaire d'une valeur dépassant les 10 milliards de dollars avec plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Argentine et le Kenya. La conférence centrale sur les travaux urbains se tient également en même temps que la conférence centrale sur le travail économique. C'est la deuxième fois que le Parti communiste chinois organise la conférence urbaine en 37 ans. Cela indique que les questions d'urbanisation sont devenues un enjeu majeur pour la Chine. Pour toutes ces cités en développement en Chine, le mode extensif n'a pas sensiblement changé jusqu'à maintenant. Nous connaissons tous le problème de la forte pollution de l'air à Beijing. Quelles en sont les raisons? Cela n'est certainement pas lié aux régions rurales, mais étroitement lié au processus d'urbanisation, de gestion et de gouvernance. L'urbanisation devrait être un enjeu majeur pour la Chine dans le proche avenir. Notre manière de penser reste coincée dans le passé, en faisant comme si la Chine était encore un pays dominé par un mode de vie agricole. Il n'y a pas eu le changement vers l'urbanisation au moment de trouver des solutions aux problèmes. Lors d'une réunion récente du Politburo, les législateurs ont souligné l'importance de résoudre les grands problèmes d'inventaire dans le secteur immobilier du pays pour l'année prochaine. Les objectifs pourraient être atteints en octroyant aux migrants des résidences permanentes dans les villes. De nombreuses avancées sont attendues dans le système d'urbanisation de la Chine, incluant des réformes dans la politique chinoise du Ruko, le système d'enregistrement des ménages chinois. Nous enchaînons avec les glissements de terrain survenus dimanche dernier dans un parc industriel de Shenzhen dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine. 81 personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'une trentaine de bâtiments et dans des glissements de terrain survenus dimanche dernier dans la matinée. Mais des signes de vie ont été détectés. Actuellement, près de 3000 secouristes s'activent à déblayer la zone à la recherche de victimes survivantes. Les autorités ont donné leur 4e conférence de presse pour faire le point sur les opérations de secours. Hier à 19 h, après les dernières conclusions des experts, nous avons confirmé que d'autres glissements n'étaient plus prévisibles et que les sols et les buttes de terre alentour étaient stabilisés. Mais, à cause de la pluie et du poids des monticules de terre, de petits glissements de terrain ont perturbé le travail des équipes de secours. Les secouristes doivent rester vigilants pour ne pas heurter les victimes toujours présentes sous les décombres et sans oublier leur propre sécurité, en raison des risques potentiels d'autres effondrements. Yang Shangchun a par ailleurs rappelé que la priorité était de retrouver les victimes toujours portées disparues. Un groupe d'experts spécialisés dans 15 domaines différents, allant de la géologie à la construction en passant par l'ingénierie des gaz, ont été envoyés sur place pour apporter leur support technique. 172 engins d'excavation s'activent à déblayer les décombres. De nombreuses cellules de surveillance ont été mises en place pour contrôler la stabilité des structures. Le gigantesque glissement de terrain s'étend sur près de 380 000 mètres carrés et sur plus d'une dizaine de mètres de profondeur. Deux points de contrôle ont été mis sur pied pour collecter et vérifier les informations des personnes portées disparues. Les quelques 900 personnes évacuées après le glissement de terrain séjournent provisoirement dans des gymnases, des centres communautaires et dans les hôpitaux de la région. PetroChina, propriétaire du plus grand gazoduc ouest-est de Chine, qui a en partie explosé pendant le glissement, a déclaré qu'il allait remplacer temporairement les 400 mètres de tuyaux provisoirement endommagés. Les secouristes ont cherché l'anti des survivants. Ils ont trouvé des signes de vie sous des mètres de boue épaisse et de débris. Les secouristes cherchent désespérément des signes de vie sur le site de la coulée de boue. Des bulldozers creusent dans l'espoir de trouver des survivants, mais passer au crible des décombres et de la boue sur une surface de 14 terrains de football n'est pas facile. Et nombreux sont ceux qui se demandent qui pourraient bien avoir survécu au désastre sous des mètres de débris. L'endroit où nous creusons ici se trouve au-dessus d'un immeuble de 5 étages. Celui-ci est enfoui sous 10 mètres de boue. Atteindre le bâtiment serait déjà un défi en soi. Près de 1500 personnes sont impliquées dans les efforts de secours. 14 personnes ont été secourues quelques heures après la coulée de boue, mais depuis lors, on n'a plus entendu de bonnes nouvelles. Alors que le temps est décompté, l'espoir de trouver les personnes disparues diminue. Dans le même temps, les personnes blessées qui ont été assez chanceuses d'échapper au glissement de terrain ont été envoyées à l'hôpital et la plupart souffrent de fractures d'os, mais sont en condition stable. Le plus jeune survivant blessé, un garçon de 8 ans, a sauté du 7e étage lorsque leur bâtiment a été atteint. Il y a eu une explosion, c'était effrayant. Mon père l'a entendu et nous avons sauté de là où nous nous trouvions.
Le garçon a seulement été égratigné, mais son père a eu la jambe cassée et s'est blessé le dos. De nombreux parents de personnes disparues sont retournés et attendent des nouvelles près du site du glissement de terrain. Certains essayaient d'appeler leur être cher, espérant en vain entendre un mot de l'autre côté de la ligne. Le tribunal arbitral de la Haye sur le conflit en mer de Chine méridionale, qui a été établi à la requête des Philippines, vient de publier ses décisions. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré que la Chine n'acceptait pas et ne participera pas à l'arbitrage. Il a rappelé que les problématiques relatives à la souveraineté territoriale de la Chine ne pouvaient être déterminées que par le peuple chinois lui-même. La Chine a à plusieurs reprises réaffirmé sa position. La Chine n'accepte pas de participer à l'arbitrage sur le conflit en mer de Chine méridionale, qui a été unilatéralement initié par les Philippines. La position de la Chine s'appuie solidement sur les lois internationales, et la Chine ne changera pas sa position. Les Philippines continuent de nier les faits historiques, le droit et la justice internationale, mais également la souveraineté de la Chine sur les îles en mer de Chine méridionale. Les Philippines nient la portée juridique de la déclaration du Caire et de la proclamation de Potsdam. Tous ces éléments prouvent que la nature des différends entre la Chine et les Philippines reste une dispute territoriale. Cela montre également que le tribunal arbitral n'est pas compétent en l'espèce. Le soi-disant arbitrage n'est autre qu'une provocation politique des Philippines qui se cache derrière un habillage légal. Leur intention n'est pas de résoudre le différend, mais bien de nier la souveraineté et les intérêts maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale. Hong Lei a par ailleurs rappelé que les problématiques relatives à la souveraineté territoriale de la Chine ne pouvaient être déterminées que par le peuple chinois lui-même. Aucun peuple ni aucune organisation n'a le pouvoir de s'y ingérer. Hong Lei a insisté sur le fait que la Chine n'acceptera jamais une solution soumise à une tierce partie. La Chine continuera à exhorter les Philippines d'abandonner ses fantaisies irréalistes et de revenir à la table des négociations pour résoudre le différend qui oppose les deux pays. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous continuons avec les élections législatives en Espagne. Le peuple espagnol a envoyé dimanche un avertissement clair aux formations politiques traditionnelles. Le Parti populaire de droite est arrivé en tête des élections législatives, mais a perdu sa majorité absolue. Les socialistes sont deuxièmes, talonnés par Podemos. Résultat, un parlement morcelé et un pays difficile à gouverner. Les conservateurs du Parti populaire au pouvoir depuis 2011 ont remporté 121 sièges sur 350 au Parlement, soit 65 sièges de moins qu'en 2011, et loin de la majorité absolue qui leur permettrait d'être investis sans souci. Même avec le soutien des 40 députés de la nouvelle formation libérale Ciudadanos, qui a annoncé à maintes reprises qu'elle refuserait l'investiture au chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, ils auraient des difficultés à former un gouvernement. Le Parti socialiste arrive deuxième avec 91 sièges, le pire résultat de son histoire. Son hégémonie est menacée par l'autre nouvelle formation, celle-ci de gauche radicale, Podemos. Le parti de Pablo Iglesias, né en janvier 2014, émerge comme troisième force politique et obtient avec ses alliés plus de 20% des voix et 69 sièges. Il avait même été donné en deuxième position par un sondage réalisé à la sortie des urnes. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, a déclaré qu'il était impossible qu'il soit incriminé par l'enquête menée par la police suisse pour corruption. Sepp Blatter et le président de l'UEFA, Michel Platini, ont été suspendus par la commission d'éthique de la FIFA pour conflit d'intérêts et déloyauté envers la FIFA suite à la conclusion d'un accord d'une valeur de 2 millions de dollars. Une procédure pénale a été ouverte en Suisse. Jamais de ma vie n'ai-je offert de l'argent pour obtenir quelque chose. Cela résume ma philosophie de vie en ce qui concerne l'argent. Je la tiens de mon père. Michel Platini a quant à lui promis de contester en justice une décision qu'il a qualifiée de pure mascarade. L'ancien capitaine de l'équipe de France a déclaré que sa conscience était tranquille et qu'il ferait appel de la décision devant la cour d'arbitrage du sport. Il compte également demander réparation aux civils. Jusqu'à sa suspension en octobre, Platini était donné favori pour succéder à Blatter à la tête de la FIFA lors de l'élection de février 2016.
Et enfin, le 7e art, Star Wars, le réveil de la force bat des records aux États-Unis et dans le reste du monde, et ce notamment au niveau des produits dérivés qui pourraient générer jusqu'à 2 milliards de dollars de recettes pendant les fêtes. C'est l'heure de s'amuser pour les fans de Star Wars. Adam Wilson fait tirer son BB-8, un petit robot créé par Sphero, une société américaine qu'il a cofondée. Le BB-8 est contrôlé par téléphone, via une application dont les mises à jour permettent d'améliorer le comportement du robot. C'est ainsi que vous pensez que seront les choses à l'avenir. Je ne veux pas que mes choix restent simplement en l'état. Ils s'amélioreront constamment, il y a une raison d'y revenir. Cette philosophie imprègne la franchise Star Wars, dont le BB-8 fait presque partie. Quand le responsable de Walt Disney est pour la première fois entré en contact avec Sphero au sujet du Réveil de la Force, son nouveau film, il était tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il disait non pour de vrai. Il le filme et il y a un nouveau robot dans ce film qui ressemble à votre produit. Aujourd'hui, le BB-8 est produit en masse en Chine et se trouve sur les étagères des magasins du monde entier. Cela amène le merchandising et le marketing de Disney à un tout nouveau niveau. Les experts estiment que le plan merchandising de Disney pour la sortie du dernier Star Wars au niveau jouets et autres produits dérivés est du jamais vu. Voilà, bienvenue dans ma grotte de Star Wars. Jonathan Thornton possède chaque objet possible lié à la saga, ce qui inclut des figurines de personnages qu'il n'a encore jamais vus. Je ne connais pas encore le rôle qu'il va avoir dans le film, mais en attendant, je peux faire jouer mon imagination. La popularité multigénérationnelle de Star Wars a fait exploser la demande, et la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus sophistiquée que quand le premier épisode est sorti il y a 40 ans. Ils vendaient des boîtes vides avec à l'intérieur une note expliquant qu'ils n'avaient pas pu obtenir la marchandise aussi vite que le consommateur l'aurait souhaité. La situation n'a pourtant pas vraiment changé aujourd'hui. C'est fou de voir les fans qui enfoncent les portes. Il y a une limite, 2 par personne. Il y a des gens qui en prennent 2 tout de suite et se dirigent directement vers la caisse. Les jouets Star Wars pourraient générer jusqu'à 2 milliards de dollars de recettes pendant les fêtes. C'est une bonne nouvelle pour des sociétés telles que Sphero. Cela va au-delà de ce que nous avions imaginé. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.